La reine Margot, partie 10 du livre audio, chapitre 27, La main de Dieu. Henri avait dit à Madame de Sauve en la quittant « Mettez-vous au lit, Charlotte. Feignez d'être gravement malade et sous aucun prétexte, demain de toute la journée, ne recevez personne. » Charlotte obéit sans se rendre compte du motif qu'avait le roi de lui faire cette recommandation. Mais elle commençait à s'habituer à ses excentricités, comme on dirait de nos jours, et à ses fantaisies, comme on disait alors. D'ailleurs, elle savait que Henri renfermait dans son cœur des secrets qu'il ne disait à personne, dans sa pensée des projets qu'il craignait de révéler même dans ses rêves. De sorte qu'elle se faisait obéissante à toutes ses volontés, certaine que ses idées les plus étranges avaient un but. Le soir même, elle se plaignit donc à Dariol d'une grande lourdeur de tête accompagnée d'éblouissements. C'étaient les symptômes que Henri lui avait recommandé d'accuser. Le lendemain, elle finit de se vouloir lever, mais à peine eut-elle posé un pied sur le parquet qu'elle se plaignit d'une faiblesse générale et qu'elle se recoucha. Cette indisposition, que Henri avait déjà annoncée au duc d'Alençon, fut la première nouvelle que l'on apprit à Catherine lorsqu'elle demanda d'un air tranquille pourquoi la Sauve ne paraissait pas comme d'habitude à son lever. « Malade, répondit madame de Lorraine, qui se trouvait là. « Malade, répéta Catherine, sans qu'un muscle de son visage dénonçât l'intérêt qu'elle prenait à sa réponse. Quelque fatigue de paresseuse. Non pas, madame, reprit la princesse. Elle se plaint d'un violent mal de tête et d'une faiblesse qui l'empêche de marcher. Catherine ne répondit rien, mais pour cacher sa joie, sans doute, elle se retourna vers la fenêtre et, voyant Henri qui traversait la cour à la suite de son entretien avec Demouy, elle se leva pour mieux le regarder et, poussée par cette conscience qui bouillonne toujours, quoique invisiblement, au fond des cœurs les plus endurcis au crime, « Ne semblerait-il pas, demanda-t-elle à son capitaine des gardes, que mon fils Henri est plus pâle ce matin que d'habitude ?» Il n'en était rien. Henri était fort inquiet d'esprit, mais fort sain de corps. Peu à peu, les personnes qui assistaient d'habitude au lever de la reine se retirèrent. 3 ou 4 restaient, plus familières que les autres. Catherine, impatiente, les congédia en disant qu'elle voulait rester seule. Lorsque le dernier courtisan fut sorti, Catherine ferma la porte derrière lui, et allant à une armoire secrète cachée dans l'un des panneaux de sa chambre, elle en fit glisser la porte dans une rainure de la boiserie et en tira un livre dont les feuillets froissés annonçaient les fréquents services. Elle posa le livre sur une table, l'ouvrit à l'aide d'un signet, appuya son coude sur la table et la tête sur sa main. « C'est bien cela », murmura-t-elle tout en lisant. « Mal de tête, faiblesse générale, douleur d'yeux, enflure du palais. On n'a encore parlé que des maux de tête et de la faiblesse. Les autres symptômes ne se feront pas attendre. » Elle continua. « Puis l'inflammation gagne la gorge, s'étend à l'estomac, enveloppe le cœur comme d'un cercle de feu et fait éclater le cerveau comme un coup de foudre. » Elle relut tout bas, puis elle continua encore, mais à demi-voix. « Pour la fièvre, 6 heures. Pour l'inflammation générale, 12 heures. Pour la gangrène, 12 heures. Pour l'agonie, 6 heures. En tout, 36 heures. Maintenant, supposons que l'absorption soit plus lente que l'inglutition, et au lieu de 36 heures, nous en aurons 40. 48 même. Oui, 48 heures doivent suffire. Mais lui, Henri, comment est-il encore debout? Parce qu'il est homme, parce qu'il est d'un tempérament robuste, parce que, peut-être, il aura bu après l'avoir embrassé, et se sera essuyé les lèvres après avoir bu. Catherine attendit l'heure du dîner avec impatience. Henri dînait tous les jours à la table du roi. Il vint, il se plaignit à son tour d'élancement au cerveau, ne mangea point et se retira aussitôt après le repas, en disant qu'ayant veillé une partie de la nuit passée, il éprouvait un pressant besoin de dormir. Catherine écouta s'éloigner le pas chancelant de Henri et le fit suivre.
On lui rapporta que le roi de Navarre avait pris le chemin de la chambre de madame de Sauve. « Henri, se dit-elle, va achever auprès d'elle ce soir l'œuvre d'une mort qu'un hasard malheureux a peut-être laissée incomplète. » Le roi de Navarre était en effet allé chez madame de Sauve, mais c'était pour lui dire de continuer à jouer son rôle. Le lendemain, Henri ne sortit point de sa chambre pendant toute la matinée, et il ne parut point au dîner du roi. Madame de Sauve, disait-on, allait de plus en plus mal. Et le bruit de la maladie de Henri, répandu par Catherine elle-même, courait comme un de ces pressentiments dont personne n'explique la cause, mais qui passent dans l'air. Catherine s'applaudissait. Dès la veille au matin, elle avait éloigné Ambroise Paré pour aller porter des secours à un de ses valets de chambre favoris, malade à Saint-Germain. Il fallait alors que ce fût un homme à elle que l'on appela chez madame de Sauve et chez Henri, et cet homme ne dirait que ce qu'elle voudrait qu'il dît. Si contre toute attente, quelque autre docteur se trouvait mêlé là-dedans, et si quelque déclaration de poison venait épouvanter cette cour où avaient déjà retenti tant de déclarations pareilles, elle comptait fort sur le bruit que faisait la jalousie de Marguerite à l'endroit des amours de son mari. On se rappelle qu'à tout hasard, elle avait fort parlé de cette jalousie qui avait éclaté en plusieurs circonstances, et entre autres à la promenade de l'Aubépine, où elle avait dit à sa fille, en présence de plusieurs personnes, « Vous êtes donc bien jalouse, Marguerite ?» Elle attendait donc avec un visage composé le moment où la porte s'ouvrirait, et où quelque serviteur tout pâle et tout effaré entrerait en criant « Majesté, le roi de Navarre se meurt et madame de Sauve est morte !» 4 heures du soir sonnèrent. Catherine achevait son goûter dans la volière où elle émiettait des biscuits à quelques oiseaux rares qu'elle nourrissait de sa propre main. Quoique son visage, comme toujours, fût calme et même morne, son cœur battait violemment au moindre bruit. La porte s'ouvrit tout à coup. « Madame, dit le capitaine des gardes, le roi de Navarre est... »« Malade ?» interrompit vivement Catherine. « Non, madame, Dieu merci, et sa majesté semble se porter à merveille. Que dites-vous donc alors ? Que le roi de Navarre est là. Que me veut-il ? Il apporte à votre majesté un petit singe de l'espèce la plus rare. » En ce moment, Henri entra, tenant une corbeille à la main et caressant un ouistiti couché dans cette corbeille. Henri souriait en entrant et paraissait tout entier au charmant petit animal qu'il apportait, mais, si préoccupé qu'il parut, il n'en perdit point cependant ce premier coup d'œil qui lui suffisait dans les circonstances difficiles. Quant à Catherine, elle était fort pâle, d'une pâleur qui croissait au fur et à mesure qu'elle voyait sur les joues du jeune homme qui s'approchait d'elle circuler le vermillon de la santé. La reine-mère fut étourdie à ce coup. Elle accepta machinalement le présent de Henri, se troubla, lui fit compliment sur sa bonne mine, et ajouta « Je suis d'autant plus aise de vous voir si bien portant, mon fils, que j'avais entendu dire que vous étiez malade, et que, si je me le rappelle bien, vous vous êtes plaint en ma présence d'une indisposition. Mais je comprends maintenant, ajouta-t-elle en essayant de sourire. C'était quelque prétexte pour vous rendre libre. J'ai été fort malade, en effet, madame, répondit Henri, mais un spécifique usité dans nos montagnes, et qui me vient de ma mère, a guéri cette indisposition. Ah, vous m'apprendrez la recette, n'est-ce pas, Henri ? Dit Catherine en souriant cette fois véritablement, mais avec une ironie qu'elle ne put déguiser. Quelque contrepoison, murmura-t-elle. Nous aviserons à cela, ou plutôt non. Voyant madame de Sauve malade, il se sera défié. En vérité, c'est à croire que la main de Dieu est étendue sur cet homme. Catherine attendit impatiemment la nuit, madame de Sauve ne parut point. Au jeu, elle en demanda des nouvelles. On lui répondit qu'elle était de plus en plus souffrante. Toute la soirée, elle fut inquiète, et l'on se demandait avec anxiété quelles étaient les pensées qui pouvaient agiter ce visage d'ordinaire si immobile. Tout le monde se retira,
Catherine se fit coucher et déshabiller par ses femmes. Puis, quand tout le monde fut couché dans le Louvre, elle se releva, passa une longue robe de chambre noire, prit une lampe, choisit parmi toutes ses clés celle qui ouvrait la porte de madame de Sauve et monta chez sa dame d'honneur. Henri avait-il prévu cette visite? Était-il occupé chez lui? Était-il caché quelque part? Toujours est-il que la jeune femme était seule. Catherine ouvrit la porte avec précaution, traversa l'antichambre, entra dans le salon, déposa sa lampe sur un meuble, car une veilleuse brûlait près de la malade, et, comme une ombre, elle se glissa dans la chambre à coucher. Dariole, étendu dans un grand fauteuil, dormait près du lit de sa maîtresse. Ce lit était entièrement fermé par les rideaux. La respiration de la jeune femme était si légère qu'un instant Catherine crut qu'elle ne respirait plus. Enfin, elle entendit un léger souffle, et, avec une joie maligne, elle vint lever le rideau afin de constater par elle-même l'effet du terrible poison, tressaillant d'avance à l'aspect de cette livide pâleur ou de cette dévorante pourpre d'une fièvre mortelle qu'elle espérait. Mais, au lieu de tout cela, calme, les yeux doucement clos par leurs blanches paupières, la bouche rose et entr'ouverte, sa joue moite doucement appuyée sur un de ses bras gracieusement arrondis, tandis que l'autre, frais et nacré, s'allongeait sur le damas cramoisi qui lui servait de couverture, la belle jeune femme dormait, presque rieuse encore. Car sans doute, quelque songe charmant faisait éclore sur ses lèvres le sourire, et sur sa joue ce coloris d'un bien-être que rien ne trouble. Catherine ne put s'empêcher de pousser un cri de surprise qui réveilla pour un instant Dariole. La reine-mère se jeta derrière les rideaux du lit. Dariole ouvrit les yeux, mais, accablée de sommeil, sans même chercher dans son esprit engourdi la cause de son réveil, la jeune fille laissa retomber sa lourde paupière et se rendormit. Catherine alors sortit de dessous son rideau et, tournant son regard vers les autres points de l'appartement, elle vit sur une petite table un flacon de vin d'Espagne, des fruits, des pâtes sucrées et 2 verres. Henri avait dû venir souper chez la baronne, qui, visiblement, se portait aussi bien que lui. Aussitôt Catherine, marchant à sa toilette, y prit la petite boîte d'argent au tiers vide. C'était exactement la même, ou tout au moins la pareille de celle qu'elle avait fait remettre à Charlotte. Elle en enleva une parcelle de la grosseur d'une perle sur le bout d'une aiguille d'or, rentra chez elle, la présenta au petit singe que lui avait donné Henri le soir même. L'animal, affriandé par l'odeur aromatique, la dévora avidement et, s'arrondissant dans sa corbeille, se rendormit. Catherine attendit un quart d'heure. « Avec la moitié de ce qu'il vient de manger là, dit Catherine, mon chien Brutus est mort, enflé en 1 minute. On m'a joué. Est-ce René ? René, c'est impossible. Alors c'est donc Henri. Oh, fatalité. C'est clair, puisqu'il doit régner, il ne peut pas mourir. Mais peut-être n'y a-t-il que le poison qui soit impuissant. Nous verrons bien en essayant du faire. Et Catherine se coucha en tordant dans son esprit une nouvelle pensée qui se trouva sans doute complète le lendemain, car, le lendemain, elle appela son capitaine des gardes, lui remit une lettre, lui ordonna de la porter à son adresse et de ne la soumettre qu'aux propres mains de celui à qui elle était adressée. Elle était adressée au sire de Louviers de Maurevel, capitaine des pétardiers du roi, rue de la Cerisaie, près de l'Arsenal. Chapitre 28. La lettre de Rome. Quelques jours s'étaient écoulés depuis les événements que nous venons de raconter, lorsqu'un matin, une litière escortée de plusieurs gentilshommes aux couleurs de M. de Guise entra au Louvre, et que l'on vint annoncer à la reine de Navarre que madame la duchesse de Nevers sollicitait l'honneur de lui faire sa cour. Marguerite recevait la visite de madame de Sauve. C'était la première fois que la belle baronne sortait depuis sa prétendue maladie. Elle avait su que la reine avait manifesté à son mari une grande inquiétude de cette indisposition, qui avait été pendant près d'1 semaine
le bruit de la cour, et elle venait la remercier. Marguerite la félicitait sur sa convalescence et sur le bonheur qu'elle avait eu d'échapper à l'accès subit de ce mal étrange dont, en sa qualité de fille de France, elle ne pouvait manquer d'apprécier toute la gravité. « Vous viendrez, j'espère, à cette grande chasse déjà remise une fois ?» demanda Marguerite, « et qui doit avoir lieu définitivement demain. Le temps est doux pour un temps d'hiver. Le soleil a rendu la terre plus molle, et tous nos chasseurs prétendent que ce sera un jour des plus favorables. »« Mais, madame, dit la baronne, je ne sais si je serai assez bien remise. »« Bah, reprit Marguerite, vous ferez un effort. Puis, comme je suis une guerrière, moi, j'ai autorisé le roi à disposer d'un petit cheval de Béarn que je devais monter et qui vous portera à merveille. N'en avez-vous point encore entendu parler ? Si fait, madame, mais j'ignorais que ce petit cheval eût été destiné à l'honneur d'être offert à votre majesté. Sans cela, je ne l'eusse point accepté. Par orgueil, baronne ? Non, madame, tout au contraire, par humilité. Donc, vous viendrez. Votre majesté me comble d'honneur. Je viendrai, puisqu'elle l'ordonne. Ce fut en ce moment qu'on annonça madame la duchesse de Nevers. À ce nom, Marguerite laissa échapper un tel mouvement de joie que la baronne comprit que les deux femmes avaient à causer ensemble, et elle se leva pour se retirer. « À demain, donc, dit Marguerite. « À demain, madame. »« À propos, vous savez, baronne, continua Marguerite en la congédiant de la main, qu'en public, je vous déteste, attendu que je suis horriblement jalouse. »« Mais en particulier ?» demanda madame de Sauve. « Oh, en particulier, non seulement je vous pardonne, mais encore je vous remercie. »« Alors, votre majesté permettra. » Marguerite lui tendit la main. La baronne la baisa avec respect, fit une révérence profonde et sortit. Tandis que madame de Sauve remontait son escalier, bondissant comme un chevreau dont on a rompu la tache, madame de Nevers échangeait avec la reine quelques saluts cérémonieux qui donnèrent le temps aux gentilshommes qui l'avaient accompagnée jusque-là de se retirer. « Gilonne !» cria Marguerite lorsque la porte se fut refermée sur le dernier. « Gilonne, fais que personne ne nous interrompe. »« Oui, » dit la duchesse, « car nous avons à parler d'affaires tout à fait graves. » Et, prenant un siège, elle s'assit sans façon, certaine que personne ne viendrait déranger cette intimité convenue entre elle et la reine de Navarre, prenant sa meilleure place du feu et du soleil. « Eh bien, dit Marguerite avec un sourire, notre fameux massacreur, qu'en faisons-nous ? » ?»« Ma chère reine, dit la duchesse, c'est sur mon âme un être mythologique. Il est incomparable en esprit et ne tarit jamais. Il a des saillies qui feraient pâmer de rire un saint dans sa chasse. Au demeurant, c'est le plus furieux païen qui ait jamais été cousu dans la peau d'un catholique. J'en raffole. Et toi, que fais-tu de ton Apollon ? » ?»« Hélas, fit Marguerite avec un soupir. « Oh, oh, que cet hélas m'effraie, chère reine ! Est-il donc trop respectueux ou trop sentimental, ce gentil La Mole ? Ce serait, je suis forcée de l'avouer, tout le contraire de son ami Coconas. »« Mais non, il a ses moments, dit Marguerite, et cet hélas ne se rapporte qu'à moi. »« Que veut-il dire alors ? » ?»« Il veut dire, chère duchesse, que j'ai une peur affreuse de l'aimer tout de bon. »« Vraiment ? Foi de Marguerite !»« Oh, tant mieux ! La joyeuse vie que nous allons mener, alors !» s'écria Henriette. « Aimer un peu, c'était mon rêve. Aimer beaucoup, c'était le tien. C'est si doux, chère et docte reine, de se reposer l'esprit par le cœur, n'est-ce pas ? Et d'avoir après le délire le sourire. Ah, Marguerite, j'ai le pressentiment que nous allons passer une bonne année. »« Crois-tu ? dit la reine. « Moi, tout au contraire, je ne sais pas comment cela se fait. Je vois les choses à travers un crêpe. Toute cette politique me préoccupe affreusement. À propos, sache donc si ton Annibal est aussi dévoué à mon frère qu'il paraît l'être. Informe-toi de cela, c'est important. »« Lui, dévoué à quelqu'un ou à quelque chose ?
On voit bien que tu ne le connais pas comme moi. S'il se dévoue jamais à quelque chose, ce sera à son ambition, et voilà tout. Ton frère est-il homme à lui faire de grandes promesses? Oh, alors très bien, il sera dévoué à ton frère. Mais que ton frère, tout fils de France qu'il est, prenne garde de manquer aux promesses qu'il lui aura faites, ou sans cela, ma foi, gare à ton frère. Vraiment? C'est comme je te le dis. En vérité, Marguerite, il y a des moments où ce tigre que j'ai apprivoisé me fait peur à moi-même. L'autre jour, je lui disais « Hannibal, prenez-y garde, ne me trompez pas, car si vous me trompiez… » Je lui disais cependant cela avec mes yeux d'émeraude, qui ont fait dire à Ronsard « La duchesse de Nevers, aux yeux verts, qui, sous leurs paupières blondes, lancent sur nous plus d'éclairs que ne font 20 Jupiters dans les airs lorsque la tempête gronde. » Eh bien, je crus qu'il allait me répondre « Moi, vous trompez, moi, jamais » etc., etc. Sais-tu ce qu'il m'a répondu? Non. Eh bien, juge l'homme. Et vous, a-t-il répondu, si vous me trompiez, prenez garde aussi, car toute princesse que vous êtes, et en disant ces mots, il me menaçait, non seulement des yeux, mais de son doigt sec et pointu, muni d'un ongle taillé en fer de lance, et qu'il me mit presque sous le nez. En ce moment, ma pauvre reine, je te l'avoue, il avait une physionomie si peu rassurante que j'en tressaillis. Et tu le sais, cependant, je ne suis pas trembleuse. Te menacer, toi, Henriette? Il a osé? Eh, mordi! Je le menaçais bien, moi. Au bout du compte, il a eu raison. Ainsi, tu le vois, dévoué jusqu'à un certain point, ou plutôt jusqu'à un point très incertain. Alors, nous verrons, dit Marguerite rêveuse. Je parlerai à la Mole. Tu n'avais pas autre chose à me dire? Si fait, une chose des plus intéressantes et pour laquelle je suis venue. Mais que veux-tu? Tu as été me parler de choses plus intéressantes encore. J'ai reçu des nouvelles. De Rome? Oui, un courrier de mon mari. Eh bien, l'affaire de Pologne? Va à merveille. Et tu vas probablement sous peu de jours être débarrassé de ton frère d'Anjou. Le pape a donc ratifié son élection? Oui, ma chère. Et tu ne me disais pas cela, s'écria Marguerite. Eh, vite, vite, des détails. Oh, ma foi, je n'en ai pas d'autres que ceux que je te transmets. D'ailleurs, attends, je vais te donner la lettre de monsieur de Nevers. Tiens, la voilà. Eh, non, ce sont des vers d'Hannibal, des vers atroces, ma pauvre Marguerite. Il n'en fait pas d'autres. Tiens, cette fois la voici. Non, pas encore ceci. C'est un billet de moi que j'ai apporté pour que tu le lui fasses passer par la Mole. Ah, enfin, cette fois, c'est la lettre en question. Et madame de Nevers remit la lettre à la reine. Marguerite l'ouvrit vivement et la parcourut. Mais effectivement, elle ne disait rien autre chose que ce qu'elle avait déjà appris de la bouche de son amie. « Et comment as-tu reçu cette lettre ?» continua la reine. « Par un courrier de mon mari qui avait ordre de toucher à l'hôtel de Guise avant d'aller au Louvre et de me remettre cette lettre avant celle du roi. Je savais l'importance que ma reine attachait à cette nouvelle et j'avais écrit à monsieur de Nevers d'en agir ainsi. Tu vois, il a obéi, lui. Ce n'est pas comme ce monstre de Coconas. Maintenant, il n'y a donc dans tout Paris que le roi, toi et moi, qui sachions cette nouvelle. À moins que l'homme qui suivait notre courrier… Quel homme? Oh, l'horrible métier! Imagine-toi que ce malheureux messager est arrivé là, défait, poudreux. Il a couru 7 jours, jour et nuit, sans s'arrêter un instant. Mais cet homme dont tu parlais tout à l'heure, attends donc, constamment suivi par un homme de mine farouche qui avait des relais comme lui et courait aussi vite que lui pendant ces 400 lieues, ce pauvre courrier a toujours attendu quelques balles de pistolet dans les reins. Tous deux sont arrivés à la barrière Saint-Marcel en même temps. Tous deux ont descendu la rue Mouffetard au grand galop. Tous deux ont traversé la cité. Mais au bout du pont Notre-Dame, notre courrier a pris à droite, tandis que l'autre tournait à gauche, par la place du Châtelet,
et filait par les quais du côté du Louvre comme un trait d'arbalète. « Merci, ma bonne Henriette, merci !» s'écria Marguerite. « Tu avais raison, et voici de bien intéressantes nouvelles. Pour qui cet autre courrier ? Je le saurai. Mais laisse-moi. À ce soir, eurytisons, n'est-ce pas ? Et à demain la chasse. Et surtout, prends un cheval bien méchant pour qu'il s'emporte et que nous soyons seuls. Je te dirai ce soir ce qu'il faut que tu saches de savoir de ton Coconas. »« Tu n'oublieras donc pas ma lettre ?» dit la duchesse de Nevers en riant. « Non, non, sois tranquille, il l'aura, et attends. » Madame de Nevers sortit, et aussitôt Marguerite envoya chercher Henri, qui accourut et auquel elle remit la lettre du duc de Nevers. « Oh oh !» fit-il, puis Marguerite lui raconta l'histoire du double courrier. « Au fait, » dit Henri, « je l'ai vu entrer au Louvre. »« Peut-être était-il pour la reine-mère ?»« Non pas, j'en suis sûre, car j'ai été à tout hasard me placer dans le corridor, et je n'ai vu passer personne. »« Alors, » dit Marguerite en regardant son mari, « il faut que ce soit... »« Pour votre frère d'Alençon, n'est-ce pas ?» dit Henri. « Oui, mais comment le savoir ?»« Ne pourrait-on, demanda Henri négligemment, envoyer chercher un de ces deux gentilshommes et savoir par lui... »« Vous avez raison, sire, dit Marguerite, mise à son aise par la proposition de son mari. Je vais envoyer chercher monsieur de la Mole. Gilonne, Gilonne !» La jeune fille parut. « Il faut que je parle à l'instant même à monsieur de la Mole, lui dit la reine. Tâchez de le trouver et amenez-le. » Gilonne partit. Henri s'assit devant une table sur laquelle était un livre allemand avec des gravures d'Albert Dürer, qu'il se mit à regarder avec une si grande attention que lorsque la Mole vint, il ne parut pas l'entendre et ne leva même pas la tête. De son côté, le jeune homme, voyant le roi chez Marguerite, demeura debout sur le seuil de la chambre, muet de surprise et pâlissant d'inquiétude. Marguerite alla à lui. « Monsieur de la Mole, demanda-t-elle, pourriez-vous me dire qui est aujourd'hui de garde chez monsieur d'Alençon ?»« Coconas, madame, dit la Mole. Tâchez de me savoir de lui s'il a introduit chez son maître un homme couvert de boue et paraissant avoir fait une longue route à franc étrier. »« Ah, madame, je crains bien qu'il ne me le dise pas. Depuis quelques jours, il devient très taciturne. »« Vraiment ? Mais en lui donnant ce billet, il me semble qu'il vous devra quelque chose en échange. »« De la duchesse ? Oh, avec ce billet, j'essayerai. »« Ajoutez, dit Marguerite en baissant la voix, que ce billet lui servira de sauf-conduit pour entrer ce soir dans la maison que vous savez. »« Et moi, madame, dit tout bas la Mole, quel sera le mien ? » ?»« Vous vous nommerez, et cela suffira. »« Donnez, madame. »« Donnez, dit la Mole, tout palpitant d'amour. Je vous réponds de tout. » Et il partit. « Nous saurons demain si le duc d'Alençon est instruit de l'affaire de Pologne, dit tranquillement Marguerite en se retournant vers son mari. « Ce monsieur de la Mole est véritablement un gentil serviteur, dit le Béarnais avec ce sourire qui n'appartenait qu'à lui. Et, par la messe, je ferai sa fortune. » Chapitre 29. Le départ. Lorsque le lendemain, un beau soleil rouge, mais sans rayons, comme c'est l'habitude dans les jours privilégiés de l'hiver, se leva derrière les collines de Paris, tout depuis 2 heures était déjà en mouvement dans la cour du Louvre. Un magnifique barbe, nerveux quoique élancé, aux jambes de cerf sur lesquelles les veines se croisaient comme un réseau, frappant du pied, dressant l'oreille et soufflant le feu par ses narines, attendait Charles IX dans la cour. Mais il était moins impatient encore que son maître, retenu par Catherine, qui l'avait arrêté au passage pour lui parler, disait-elle, d'une affaire importante. Tous deux étaient dans la galerie vitrée, Catherine froide, pâle et impassible comme toujours, Charles IX frémissant, rongeant ses ongles et fouettant ses 2 chiens favoris, revêtus de cuirasses de maille pour que le boutoir du sanglier n'eût pas de prise sur eux et qu'ils pussent impunément affronter le terrible animal.
Un petit écusson aux armes de France était cousu sur leur poitrine, à peu près comme sur la poitrine des pages qui, plus d'une fois, avaient envié les privilèges de ces bienheureux favoris. « Faites-y bien attention, Charles, disait Catherine. Nul que vous et moi ne sait encore l'arrivée prochaine des Polonais. Cependant, le roi de Navarre a agi, Dieu me pardonne, comme s'il le savait. Malgré son abjuration, dont je me suis toujours défiée, il a des intelligences avec les Huguenots. Avez-vous remarqué comme il sort souvent depuis quelques jours? Il a de l'argent, lui qui n'en a jamais eu. Il achète des chevaux, des armes, et les jours de pluie, du matin au soir, il s'exerce à l'escrime. « Eh, mon Dieu, ma mère !» fit Charles IX impatienté. « Croyez-vous point qu'il ait l'intention de me tuer, moi, ou mon frère d'Anjou? En ce cas, il lui faudra encore quelques leçons, car hier je lui ai compté avec mon fleuret 11 boutonnières sur son pourpoint, qui n'en a cependant que 6. Et quant à mon frère d'Anjou, vous savez qu'il tire encore mieux que moi, ou tout aussi bien, à ce qu'il dit, du moins. » « Écoutez donc, Charles, reprit Catherine, et ne traitez pas légèrement les choses que vous dit votre mère. Les ambassadeurs vont arriver. Eh bien, vous verrez. Une fois qu'ils seront à Paris, Henri fera tout ce qu'il pourra pour captiver leur attention. Il est insinuant, il est sournois, sans compter que sa femme, qui le seconde, je ne sais pourquoi, va caqueter avec eux, leur parler latin, grec, hongrois, que sais-je. Oh, je vous dis, Charles, et vous savez que je ne me trompe jamais. Je vous dis, moi, qu'il y a quelque chose sous jeu. En ce moment, l'heure sonna, et Charles IX cessa d'écouter sa mère pour écouter l'heure. « Mort de ma vie, 7 heures !» s'écria-t-il. « 1 heure pour aller, cela fera 8. 1 heure pour arriver au rendez-vous et lancer. Nous ne pourrons nous mettre en chasse qu'à 9 heures. En vérité, ma mère, vous me faites perdre bien du temps. À bas, risque tout. Mort de ma vie. À bas donc, brigand !» Et un vigoureux coup de fouet sanglé sur les reins du molosse arracha au pauvre animal, tout étonné de recevoir un châtiment en échange d'une caresse, un cri de vive douleur. « Charles, reprit Catherine, écoutez-moi donc, au nom de Dieu, et ne jetez pas ainsi au hasard votre fortune et celle de la France. La chasse, la chasse, la chasse, dites-vous, et vous aurez tout le temps de chasser lorsque votre besogne de roi sera faite. » « Allons, allons, ma mère, dit Charles, pâle d'impatience. Expliquons-nous vite, car vous me faites bouillir. En vérité, il y a des jours où je ne vous comprends pas. » Et il s'arrêta, battant sa botte du manche de son fouet. Catherine jugea que le bon moment était venu et qu'il ne fallait pas le laisser passer. « Mon fils, dit-elle, nous avons la preuve que de Mouy est revenu à Paris. Monsieur de Maurevel, que vous connaissez bien, l'y a vu. Ce ne peut être que pour le roi de Navarre. Cela nous suffit, je l'espère, pour qu'il nous soit plus suspect que jamais. Allons, vous voilà encore après mon pauvre Henriot. Vous voulez me le faire tuer, n'est-ce pas? Oh non! Exilé? Mais comment ne comprenez-vous pas qu'exilé, il devient beaucoup plus à craindre qu'il ne le sera jamais ici, sous nos yeux, dans le Louvre, où il ne peut rien faire que nous ne le sachions à l'instant même. Aussi ne veux-je pas l'exiler. Mais que voulez-vous donc? Dites vite. Je veux qu'on le tienne en sûreté, tandis que les Polonais seront ici. À la Bastille, par exemple. Ah, ma foi, non, s'écria Charles IX. Nous chassons le sanglier ce matin. Henriot est un de mes meilleurs suivants. Sans lui, la chasse est manquée. Mordieu, ma mère, vous ne songez vraiment qu'à me contrarier. Eh, mon cher fils, je ne dis pas ce matin. Les envoyés n'arrivent que demain ou après-demain. Arrêtons-le après la chasse seulement, ce soir, cette nuit. C'est différent, alors. Eh bien, nous reparlerons de cela. Nous verrons. Après la chasse, je ne dis pas. Adieu. Allons, ici, risque tout. Ne vas-tu pas bouder à ton tour? Charles, dit Catherine en l'arrêtant par le bras au risque de l'explosion qui pouvait résulter de ce nouveau retard. Je crois que le mieux serait, tout en ne l'exécutant que ce soir ou cette nuit,
de signer l'acte d'arrestation de suite. Signer, écrire un ordre, aller chercher le sel des parchemins quand on m'attend pour la chasse, moi qui ne me fais jamais attendre, au diable, par exemple. Mais non, je vous aime trop pour vous retarder. J'ai tout prévu. Entrez là, chez moi, tenez. Et Catherine, agile comme si elle n'eût eu que 20 ans, poussa une porte qui communiquait à son cabinet, montra au roi un encrier, une plume, un parchemin, le sceau et une bougie allumée. Le roi prit le parchemin et le parcourut rapidement. Ordre, etc., de faire arrêter et conduire à la Bastille notre frère Henri de Navarre. Bon, c'est fait, dit-il en signant d'un trait. Adieu, ma mère. Et il s'élança hors du cabinet, suivi de ses chiens, tout allègre de s'être si facilement débarrassé de Catherine. Charles IX était attendu avec impatience, et comme on connaissait son exactitude en matière de chasse, chacun s'étonnait de ce retard. Aussi, lorsqu'il parut, les chasseurs le saluèrent-ils par leur vivat, les piqueurs par leurs fanfares, les chevaux par leurs hennissements, les chiens par leurs cris. Tout ce bruit, tout ce fracas fit monter une rougeur à ses joues pâles. Son cœur se gonfla. Charles fut jeune et heureux pendant une seconde. À peine le roi prit-il le temps de saluer la brillante société réunie dans la cour, il fit un signe de tête au duc d'Alençon, un signe de main à sa sœur Marguerite, passa devant Henri sans faire semblant de le voir, et s'élança sur ce cheval barbe qui, impatient, bondit sous lui. Mais après 3 ou 4 courbettes, il comprit à quel écuyer il avait affaire et se calma. Aussitôt les fanfares retentirent de nouveau, et le roi sortit du Louvre, suivi du duc d'Alençon, du roi de Navarre, de Marguerite, de madame de Nevers, de madame de Sauve, de Tavannes et des principaux seigneurs de la cour. Il va sans dire que La Mole et Coconas étaient de la partie. Quant au duc d'Anjou, il était depuis 3 mois au siège de La Rochelle. Pendant qu'on attendait le roi, Henri était venu saluer sa femme, qui, tout en répondant à son compliment, lui avait glissé à l'oreille. « Le courrier venu de Rome a été introduit par M. de Coconas lui-même chez le duc d'Alençon, un quart d'heure avant que l'envoyé du duc de Nevers fût introduit chez le roi. »« Alors il sait tout, » dit Henri. « Il doit tout savoir, » répondit Marguerite. « D'ailleurs, jetez les yeux sur lui, et voyez comme, malgré sa dissimulation habituelle, son œil rayonne. »« Ventre saint-gris, » murmura le Béarnais. « Je le crois bien. Il chasse aujourd'hui 3 proies, France, Pologne et Navarre, sans compter le sanglier. » Il salua sa femme, revint à son rang, et, appelant un de ses gens, Béarnais d'origine, dont les aïeux étaient serviteurs des siens depuis plus d'1 siècle, et qu'il employait comme messager ordinaire de ses affaires de galanterie. « Horton, lui dit-il, prends cette clé, et va la porter chez ce cousin de madame de Sauve que tu sais, qui demeure chez sa maîtresse, au coin de la rue des 4 Fils. Tu lui diras que sa cousine désire lui parler ce soir, qu'il entre dans ma chambre, et si je n'y suis pas, qu'il m'attende. Si je tarde, qu'il se jette sur mon lit en attendant. »« Il n'y a pas de réponse, sire ? » ?»« Aucune. Que de me dire si tu l'as trouvée. La clé est pour lui seul, tu comprends ? » ?»« Oui, sire. »« Attends donc, et ne me quitte pas ici, peste. Avant de sortir de Paris, je t'appellerai, comme pour ressangler mon cheval. Tu demeureras ainsi en arrière tout naturellement. Tu feras ta commission, et tu nous rejoindras à Bondy. » Le valet fit un signe d'obéissance et s'éloigna. On se mit en marche par la rue Saint-Honoré, on gagna la rue Saint-Denis, puis le faubourg. Arrivé à la rue Saint-Laurent, le cheval du roi de Navarre se désangla. Horton accourut, et tout se passa comme il avait été convenu entre lui et son maître, qui continua de suivre avec le cortège royal la rue des Récollets, tandis que son fidèle serviteur gagnait la rue du Temple. Lorsque Henri rejoignit le roi, Charles était engagé avec le duc d'Alençon dans une conversation si intéressante sur le temps, sur l'âge du sanglier détourné qui était un solitaire, enfin sur l'endroit où il avait établi sa bauge, qu'il ne s'aperçut pas ou feignit de ne pas s'apercevoir que Henri était resté un instant en arrière.
Pendant ce temps, Marguerite observait de loin la contenance de chacun et croyait reconnaître dans les yeux de son frère un certain embarras toutes les fois que ses yeux se reposaient sur Henri. Madame de Nevers se laissait aller à une gaieté folle, car Coconas, éminemment joyeux ce jour-là, faisait autour d'elle 100 lazzi pour faire rire les dames. Quant à la Mole, il avait déjà trouvé 2 fois l'occasion de baiser l'écharpe blanche à franges d'or de Marguerite, sans que cette action, faite avec l'adresse ordinaire aux amants, eût été vue de plus de 3 ou 4 personnes. On arriva vers 8h15 à Bondy. Le premier soin de Charles IX fut de s'informer si le sanglier avait tenu. Le sanglier était à sa bauge, et le piqueur qui l'avait détourné répondait de lui. Une collation était prête. Le roi but un verre de vin de Hongrie. Charles IX invita les dames à se mettre à table et, tout à son impatience, s'en alla, pour occuper son temps, visiter les chenils et les perchoirs, recommandant qu'on ne décellât pas son cheval, attendu, dit-il, qu'il n'en avait jamais monté de meilleur et de plus fort. Pendant que le roi faisait sa tournée, le duc de Guise arriva. Il était armé en guerre plutôt qu'en chasse, et 20 ou 30 gentilshommes, équipés comme lui, l'accompagnaient. Il s'informa aussitôt du lieu où était le roi, l'alla rejoindre et revint en causant avec lui. À 9h précises, le roi donna lui-même le signal en sonnant le lancer, et chacun, montant à cheval, s'achemina vers le rendez-vous. Pendant la route, Henri trouva moyen de se rapprocher encore une fois de sa femme. « Eh bien, lui demanda-t-il, savez-vous quelque chose de nouveau ?»« Non, répondit Marguerite, si ce n'est que mon frère Charles vous regarde d'une étrange façon. »« Je m'en suis aperçu, » dit Henri. « Avez-vous pris vos précautions ?»« J'ai sur ma poitrine ma cotte de maille et à mon côté un excellent couteau de chasse espagnol, affilé comme un rasoir, pointu comme une aiguille, et avec lequel je perce des doublons. »« Alors, dit Marguerite, à la garde de Dieu. » Le piqueur qui dirigeait le cortège fit un signe. On était arrivé à la Bauge. Chapitre 30. Maurevel. Pendant que toute cette jeunesse joyeuse et insouciante, en apparence du moins, se répandait comme un tourbillon doré sur la route de Bondy, Catherine, roulant le parchemin précieux sur lequel le roi Charles venait d'apposer sa signature, faisait introduire dans son cabinet l'homme à qui son capitaine des gardes avait apporté, quelques jours auparavant, une lettre rue de la Cerisaie, quartier de l'Arsenal. Une large bande de taffetas, pareille à un seau mortuaire, cachait un des yeux de cet homme, découvrant seulement l'autre œil, et laissant voir, entre 2 pommettes saillantes, la courbure d'un nez de vautour, tandis qu'une barbe grisonnante lui couvrait le bas du visage. Il était vêtu d'un manteau long et épais, sous lequel on devinait tout un arsenal. En outre, il portait au côté, quoique ce ne fût pas l'habitude des gens appelés à la cour, une épée de campagne longue, large et à double coquille. Une de ses mains était cachée et ne quittait point sous son manteau le manche d'un long poignard. « Ah, vous voici, monsieur, dit la reine en s'asseyant. Vous savez que je vous ai promis, après la Saint-Barthélemy, où vous nous avez rendu de si signalés services, de ne pas vous laisser dans l'inaction. L'occasion se présente. Ou plutôt non, je l'ai fait naître. Remerciez-moi donc. »« Madame, je remercie humblement votre majesté, » répondit l'homme au bandeau noir avec une réserve basse et insolente à la fois. « Une belle occasion, monsieur, comme vous n'en trouverez pas 2 dans votre vie, profitez-en donc. »« J'attends, madame, seulement je crains, d'après le préambule. »« Que la commission ne soit violente. N'est-ce pas de ces commissions-là que sont friands ceux qui veulent s'avancer ? Celle dont je vous parle serait enviée par les Tavannes et par les Guises même. »« Ah, madame, reprit l'homme, croyez bien, quelle qu'elle soit, je suis aux ordres de votre majesté. »« En ce cas, lisez, dit Catherine, et elle lui présenta le parchemin. L'homme le parcourut et pâlit. « Quoi ?» s'écria-t-il. « L'ordre d'arrêter le roi de Navarre ?»« Eh bien, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? » « Mais un roi, madame !»« En vérité, je doute,
Je crains de n'être pas assez bon gentilhomme. Ma confiance vous a fait le premier gentilhomme de ma cour, monsieur de Maurevel, dit Catherine. Grâce soit rendue à votre majesté, dit l'assassin, si ému qu'il paraissait hésiter. Vous obéirez donc. Si votre majesté le commande, n'est-ce pas mon devoir? Oui, je le commande. Alors, j'obéirai. Comment vous y prendrez-vous? Mais je ne sais pas trop, madame, et je désirerais fort être guidé par votre majesté. Vous redoutez le bruit? Je l'avoue. Prenez 12 hommes, sûr. Plus, s'il le faut. Sans doute, je le comprends, votre majesté me permet de prendre mes avantages, et je lui en suis reconnaissant. Mais où saisirai-je le roi de Navarre? Où vous plairait-il mieux de le saisir? Dans un lieu qui, par sa majesté même, me garantit, s'il était possible. Oui, je comprends. Dans quelque palais royal. Que diriez-vous du Louvre, par exemple? Oh, si votre majesté me le permettait, ce serait une grande faveur. Vous l'arrêterez donc dans le Louvre. Et dans quelle partie du Louvre? Dans sa chambre même. Maurevel s'inclina. Et quand cela, madame? Ce soir, ou plutôt cette nuit. Bien, madame, maintenant que votre majesté daigne me renseigner sur une chose. Sur laquelle? Sur les égards dus à sa qualité. Égards, qualité, dit Catherine. Mais vous ignorez donc, monsieur, que le roi de France ne doit les égards à qui que ce soit dans son royaume, ne reconnaissant personne dont la qualité soit égale à la sienne? Maurevel fit une seconde révérence. J'insisterai sur ce point, cependant, madame, dit-il, si votre majesté le permet. Je le permets, monsieur. Si le roi contestait l'authenticité de l'ordre, ce n'est pas probable, mais enfin... Au contraire, monsieur, c'est sûr. Et il contestera, sans aucun doute. Et par conséquent, il refusera d'y obéir. Je le crains. Et il résistera. C'est probable. Ah, diable, dit Maurevel. Et dans ce cas... Dans quel cas? Dit Catherine avec son regard fixe. Mais dans le cas où il résisterait, que faut-il faire? Que faites-vous quand vous êtes chargé d'un ordre du roi, c'est-à-dire quand vous représentez le roi et qu'on vous résiste, monsieur de Maurevel? Mais, madame, dit le sbire, quand je suis honoré d'un pareil ordre et que cet ordre concerne un simple gentilhomme, je le tue. Je vous ai dit, monsieur, reprit Catherine, et je ne croyais pas qu'il y eût assez longtemps pour que vous l'eussiez déjà oublié, que le roi de France ne reconnaissait aucune qualité dans son royaume. C'est vous dire que le roi de France seul est roi, et qu'auprès de lui, les plus grands sont de simples gentilshommes. Maurevel pâlit, car il commençait à comprendre. « Oh, oh, dit-il, tuer le roi de Navarre. Mais qui vous parle donc de le tuer? Où est l'ordre de le tuer? Le roi veut qu'on le mène à la Bastille, et l'ordre ne porte que cela. Qu'il se laisse arrêter, très bien. Mais comme il ne se laissera pas arrêter, comme il résistera, comme il essaiera de vous tuer... » Maurevel pâlit. « Vous vous défendrez, continua Catherine. On ne peut pas demander à un vaillant comme vous de se laisser tuer sans se défendre. Et en vous défendant, que voulez-vous, arrive qu'arrive? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui, madame, mais cependant... Allons, vous voulez qu'après ces mots « ordre d'arrêter » j'écrive de ma main « mort ou vif » J'avoue, madame, que cela lèverait mes scrupules. Voyons, il le faut bien, puisque vous ne croyez pas la commission exécutable sans cela. Et Catherine, en haussant les épaules, déroula le parchemin d'une main et de l'autre écrivit « mort ou vif ». « Tenez, dit-elle, trouvez-vous l'ordre suffisamment en règle, maintenant ?»« Oui, madame, répondit Maurevel, mais je prie votre majesté de me laisser l'entière disposition de l'entreprise. » « En quoi ce que j'ai dit nuit-il donc à son exécution ?»
Votre Majesté m'a dit de prendre 12 hommes. Oui, pour être plus sûr. Eh bien, je demanderai la permission de n'en prendre que 6. Pourquoi cela? Parce que, madame, s'il arrivait malheur au prince, comme la chose est probable, on excuserait facilement 6 hommes d'avoir eu peur de manquer à un prisonnier, tandis que personne n'excuserait 12 gardes de n'avoir pas laissé tuer la moitié de leurs camarades avant de porter la main sur une majesté. Belle majesté, ma foi, qui n'a pas de royaume. Madame, dit Maurevel, ce n'est pas le royaume qui fait le roi, c'est la naissance. Eh bien donc, dit Catherine, faites comme il vous plaira. Seulement, je dois vous prévenir que je désire que vous ne quittiez point le Louvre. Mais, madame, pour réunir mes hommes, vous avez bien une espèce de sergent que vous puissiez charger de ce soin. J'ai mon laquais, qui non seulement est un garçon fidèle, mais qui même m'a quelquefois aidé dans ces sortes d'entreprises. Envoyez-le chercher et concertez-vous avec lui. Vous connaissez le cabinet des armes du roi, n'est-ce pas? On va vous servir là à déjeuner. Là, vous donnerez vos ordres. Le lieu raffermira vos sens s'ils étaient ébranlés. Puis, quand mon fils reviendra de la chasse, vous passerez dans mon oratoire où vous attendrez l'heure. Mais comment entrerons-nous dans la chambre? Le roi a sans doute quelques soupçons et il s'enfermera en dedans. J'ai une double clé de toutes les portes, dit Catherine, et on a enlevé les verrous de celle de Henri. Adieu, monsieur de Maurevel. À tantôt. Je vais vous faire conduire dans le cabinet des armes du roi. Ah, à propos, rappelez-vous que ce qu'un roi ordonne doit, avant toute chose, être exécuté, qu'aucune excuse n'est admise, qu'une défaite, même un insuccès, compromettrait l'honneur du roi. C'est grave. Et Catherine, sans laisser à Maurevel le temps de lui répondre, appela M. de Nancey, capitaine des gardes, et lui ordonna de conduire Maurevel dans le cabinet des armes du roi. « Mordieu, disait Maurevel en suivant son guide, je m'élève dans la hiérarchie de l'assassinat. D'un simple gentilhomme à un capitaine, d'un capitaine à un amiral, d'un amiral à un roi sans couronne. Et qui sait si je n'arriverai pas un jour à un roi couronné. » Chapitre 31. La chasse à courre. Le piqueur qui avait détourné le sanglier et qui avait affirmé au roi que l'animal n'avait pas quitté l'enceinte ne s'était pas trompé. À peine le limier fut-il mis sur la trace qu'il s'enfonça dans le taillis et que d'un massif d'épines il fit sortir le sanglier qui, ainsi que le piqueur l'avait reconnu à ses voix, était un solitaire, c'est-à-dire une bête de la plus forte taille. L'animal piqua droit devant lui et traversa la route à 50 pas du roi, suivi seulement du limier qui l'avait détourné. On découpla aussitôt un premier relais et une vingtaine de chiens s'enfoncèrent à sa poursuite. La chasse était la passion de Charles. À peine l'animal eut-il traversé la route qu'il s'élança derrière lui, sonnant la vue, suivi du duc d'Alençon et de Henri, à qui un signe de Marguerite avait indiqué qu'il ne devait point quitter Charles. Tous les autres chasseurs suivirent le roi. Les forêts royales étaient loin, à l'époque où se passe l'histoire que nous racontons, d'être comme elles le sont aujourd'hui, de grands parcs coupés par des allées carrossables. Alors, l'exploitation était à peu près nulle. Les rois n'avaient pas encore eu l'idée de se faire commerçants et de diviser leur bois en coupes, en taillis et en futaies. Les arbres, semés non point par de savants forestiers, mais par la main de Dieu, qui jetait la graine aux caprices du vent, n'étaient pas disposés en quinconce, mais poussaient à leur loisir et comme ils font encore aujourd'hui dans une forêt vierge de l'Amérique. Bref, une forêt, à cette époque, était un repère où il y avait à foison du sanglier, du cerf, du loup et des voleurs. Et une douzaine de sentiers seulement, partant d'un point, étoilaient celle de Bondy, qu'une route circulaire enveloppait comme le cercle de la roue enveloppe les jantes. En poussant la comparaison plus loin, le Moyeux ne représenterait pas mal l'unique carrefour situé au centre du bois
et où les chasseurs égarés se ralliaient pour s'élancer de là vers le point où la chasse perdue reparaissait. Au bout d'un quart d'heure, il arriva ce qui arrivait toujours en pareil cas, c'est que des obstacles presque insurmontables s'étant opposés à la course des chasseurs, les voix des chiens s'étaient éteintes dans le lointain, et le roi lui-même était revenu au carrefour, jurant et sacrant comme c'était son habitude. « Eh bien, d'Alençon, eh bien, Henriot, dit-il, vous voilà, mordieu, calmes et tranquilles comme des religieuses qui suivent leur abbesse. Voyez-vous, ça ne s'appelle point chasser, cela. Vous, d'Alençon, vous avez l'air de sortir d'une boîte, et vous êtes tellement parfumé que si vous passez entre la bête et mes chiens, vous êtes capable de leur faire perdre la voix. Et vous, Henriot, où est votre épieu? Où est votre arquebuse? Voyons. » « Sire, dit Henri, à quoi bon une arquebuse? Je sais que votre majesté aime attirer l'animal quand il tient au chien. Quant à un épieu, je manie assez maladroitement cette arme, qui n'est point d'usage dans nos montagnes, où nous chassons l'ours avec le simple poignard. Par la mordieu, Henri, quand vous serez retourné dans vos Pyrénées, il faudra que vous m'envoyiez une pleine charretée d'ours, car ce doit être une belle chasse que celle qui se fait ainsi corps à corps avec un animal qui peut nous étouffer. Écoutez donc, je crois que j'entends les chiens. Non, je me trompais. Le roi prit son corps et sonna une fanfare. Plusieurs fanfares lui répondirent. Tout à coup, un piqueur parut, qui fit entendre un autre air. « La vue, la vue !» cria le roi, et il s'élança au galop, suivi de tous les chasseurs qui s'étaient ralliés à lui. Le piqueur ne s'était pas trompé. À mesure que le roi s'avançait, on commençait d'entendre les aboiements de la meute, composée alors de plus de 60 chiens, car on avait successivement lâché tous les relais placés dans les endroits que le sanglier avait déjà parcourus. Le roi le vit passer pour la seconde fois, et, profitant d'une haute futaie, se jeta sous bois après lui, donnant du corps de toutes ses forces. Les princes le suivirent quelque temps. Mais le roi avait un cheval si vigoureux, emporté par son ardeur, il passait par des chemins tellement escarpés, par des taillis si épais, que d'abord les femmes, puis le duc de Guise et ses gentilshommes, puis les deux princes, furent forcés de l'abandonner. Tavannes tint encore quelque temps, mais enfin il y renonça à son tour. Tout le monde, excepté Charles et quelques piqueurs qui, excités par une récompense promise, ne voulaient pas quitter le roi, se retrouva donc dans les environs du carrefour. Les deux princes étaient l'un près de l'autre dans une longue allée. À 100 pas d'eux, le duc de Guise et ses gentilshommes avaient fait halte. Au carrefour se tenaient les femmes. « Ne semblerait-il pas, en vérité, dit le duc d'Alençon à Henri en lui montrant du coin de l'œil le duc de Guise, que cet homme, avec son escorte bardée de fer, est le véritable roi. Pauvres princes que nous sommes, il ne nous honore pas même d'un regard. Pourquoi nous traiterait-il mieux que ne nous traitent nos propres parents ?» répondit Henri. « Eh, mon frère, ne sommes-nous pas, vous et moi, des prisonniers à la cour de France, des otages de notre parti ?» Le duc François tressaillit à ces mots et regarda Henri comme pour provoquer une plus large explication. Mais Henri s'était plus avancé qu'il n'avait coutume de le faire, et il garda le silence. « Que voulez-vous dire, Henri ?» demanda le duc François, visiblement contrarié que son beau-frère, en ne continuant pas, le laissa entamer ses éclaircissements. « Je dis, mon frère, reprit Henri, que ces hommes si bien armés, qui semblent avoir reçu pour tâche de ne point nous perdre de vue, ont tout l'aspect de gardes qui prétendraient empêcher deux personnes de s'échapper. »« S'échapper ? Pourquoi ? Comment ? Demanda d'Alençon en jouant admirablement la surprise et la naïveté. « Vous avez là un magnifique genet, François, dit Henri, poursuivant sa pensée tout en ayant l'air de changer de conversation. Je suis sûr qu'il ferait 7 lieues en 1 heure et 20 lieues d'ici à midi. Il fait beau, cela invite, sur ma parole, à baisser la main. Voyez donc le joli chemin de traverse. Est-ce qu'il ne vous tente pas, François ? Quant à moi, l'éperon me brûle. » François ne répondit rien. Seulement, il rougit et pâlit successivement. Puis, il tendit l'oreille comme s'il écoutait la chasse.
La nouvelle de Pologne fait son effet, dit Henri, et mon cher beau-frère a son plan. Il voudrait bien que je me sauvasse, mais je ne me sauverai pas seul. Il achevait à peine cette réflexion quand plusieurs nouveaux convertis, revenus à la cour depuis 2 ou 3 mois, arrivèrent au petit galop et saluèrent les 2 princes avec un sourire des plus engageants. Le duc d'Alençon, provoqué par les ouvertures de Henri, n'avait qu'un mot à dire, qu'un geste à faire, et il était évident que 30 ou 40 cavaliers réunis en ce moment autour d'eux, comme pour faire opposition à la troupe de M. de Guise, favoriseraient la fuite. Mais il détourna la tête, et portant son corps à sa bouche, il sonna le ralliement. Cependant, les nouveaux venus, comme s'ils eussent cru que l'hésitation du duc d'Alençon venait du voisinage et de la présence des Guisards, s'étaient peu à peu glissés entre eux et les 2 princes, et s'étaient échelonnés avec une habileté stratégique qui annonçait l'habitude des dispositions militaires. En effet, pour arriver au duc d'Alençon et au roi de Navarre, il eût fallu leur passer sur le corps, tandis qu'à perte de vue s'étendait devant les 2 beaux-frères une route parfaitement libre. Tout à coup, entre les arbres, à 10 pas du roi de Navarre, apparut un autre gentilhomme que les 2 princes n'avaient pas encore vu. Henri cherchait à deviner qui il était, quand ce gentilhomme, soulevant son chapeau, se fit reconnaître à Henri pour le vicomte de Turenne, un des chefs du parti protestant, que l'on croyait en Poitou. Le vicomte hasarda même un signe qui voulait clairement dire « Venez-vous ». Mais Henri, après avoir bien consulté le visage impassible et l'œil terne du duc d'Alençon, tourna 2 ou 3 fois la tête sur son épaule, comme si quelque chose le gênait dans le col de son pourpoint. C'était une réponse négative. Le vicomte la comprit, piqua des 2 et disparut dans le fourré. Au même instant, on entendit la meute se rapprocher. Puis, à l'extrémité de l'allée où l'on se trouvait, on vit passer le sanglier. Puis, au même instant, les chiens, puis, pareil au chasseur infernal, Charles IX sans chapeau, le corps à la bouche, sonnant à se briser les poumons. 3 ou 4 piqueurs le suivaient. Tavannes avait disparu. « Le roi !» s'écria le duc d'Alençon, et il s'élança sur la trace. Henri, rassuré par la présence de ses bons amis, leur fit signe de ne pas s'éloigner et s'avança vers les dames. « Eh bien ?» dit Marguerite, en faisant quelques pas au-devant de lui. « Eh bien, madame, » dit Henri, « nous chassons le sanglier. »« Voilà tout ?»« Oui, le vent a tourné depuis hier matin, mais je crois vous avoir prédit que cela serait ainsi. »« Ces changements de vent sont mauvais pour la chasse, n'est-ce pas, monsieur ?» demanda Marguerite. « Oui, dit Henri, cela bouleverse quelquefois toutes les dispositions arrêtées, et c'est un plan à refaire. » En ce moment, les aboiements de la meute commencèrent à se faire entendre, se rapprochant rapidement, et une sorte de vapeur tumultueuse avertit les chasseurs de se tenir sur leurs gardes. Chacun leva la tête et tendit l'oreille. Presque aussitôt, le sanglier déboucha, et au lieu de se rejeter dans le bois, il suivit la route, venant droit sur le carrefour où se trouvaient les dames, les gentilshommes qui leur faisaient la cour, et les chasseurs qui avaient perdu la chasse. Derrière lui, et lui soufflant au poil, venaient 30 ou 40 chiens des plus robustes. Puis, derrière les chiens, à 20 pas à peine, le roi Charles sans toquet, sans manteau, avec ses habits tout déchirés par les épines, le visage et les mains en sang. 1 ou 2 piqueurs restaient seuls avec lui. Le roi ne quittait son corps que pour exciter ses chiens, ne cessait d'exciter ses chiens que pour reprendre son corps. Le monde tout entier avait disparu à ses yeux. Si son cheval eût manqué, il eût crié comme Richard III « Ma couronne pour un cheval !» Mais le cheval paraissait aussi ardent que le maître. Ses pieds ne touchaient pas la terre et ses naseaux soufflaient le feu. Le sanglier, les chiens, le roi passèrent comme une vision. « Halali ! Halali !» cria le roi en passant, et il ramena son corps à ses lèvres sanglantes. À quelques pas de lui venaient le duc d'Alençon et 2 piqueurs. Seulement, les chevaux des autres avaient renoncé ou ils s'étaient perdus. Tout le monde partit sur la trace, car il était évident que le sanglier ne tarderait pas à tenir. En effet,
au bout de 10 minutes à peine, le sanglier quitta le sentier qu'il suivait et se jeta dans le bois. Mais, arrivé à une clairière, il s'accula à une roche et fit tête au chien. Au cri de Charles, qui l'avait suivi, tout le monde a accouru. On était arrivé au moment intéressant de la chasse. L'animal paraissait résolu à une défense désespérée. Les chiens, animés par une course de plus de 3 heures, se ruaient sur lui avec un acharnement que redoublaient les cris et les jurons du roi. Tous les chasseurs se rangèrent en cercle. Le roi un peu en avant, ayant derrière lui le duc d'Alençon armé d'une arquebuse, et Henri qui n'avait que son simple couteau de chasse. Le duc d'Alençon détacha son arquebuse du crochet et en alluma la mèche. Henri fit jouer son couteau de chasse dans le fourreau. Quant au duc de Guise, assez dédaigneux de tous ces exercices de vénerie, il se tenait un peu à l'écart avec tous ces gentilshommes. Les femmes, réunies en groupe, formaient une petite troupe qui faisait le pendant à celle du duc de Guise. Tout ce qui était chasseur demeurait les yeux fixés sur l'animal, dans une attente pleine d'anxiété. À l'écart se tenait un piqueur, se raidissant pour résister aux 2 molosses du roi, qui, couverts de leur jaque de mailles, attendaient, en hurlant et en s'élançant de manière à faire croire à chaque instant qu'ils allaient briser leur chaîne, le moment de coiffer le sanglier. L'animal faisait merveille. Attaqué à la fois par une 40aine de chiens qui l'enveloppaient comme une marée hurlante, qui le recouvraient de leurs tapis bigarrés, qui de tous côtés essayaient d'entamer sa peau rugueuse aux poils hérissés, à chaque coup de boutoir, il lançait à 10 pieds de haut un chien, qui retombait éventré, et qui, les entrailles traînantes, se rejetait aussitôt dans la mêlée, tandis que Charles, les cheveux raidis, les yeux enflammés, les narines ouvertes, courbé sur le cou de son cheval ruisselant, sonnait un halali furieux. En moins de 10 minutes, 20 chiens furent hors de combat. « Les dogues !» cria Charles. « Les dogues !» À ce cri, le piqueur ouvrit les portes mousquetons des laisses et les 2 molosses se ruèrent au milieu du carnage, renversant tout, écartant tout, se frayant avec leurs côtes de fer un chemin jusqu'à l'animal, qu'ils saisirent chacun par une oreille. Le sanglier, se sentant coiffé, fit claquer ses dents à la fois de rage et de douleur. « Bravo, Dure-dent ! Bravo, Risque-tout !» cria Charles. « Courage, les chiens ! Un épieu ! Un épieu !»« Vous ne voulez pas mon arquebuse ?» dit le duc d'Alençon. « Non !» cria le roi. « Non, on ne sent pas entrer la balle. Il n'y a pas de plaisir, tandis qu'on sent entrer l'épieu. Un épieu ! Un épieu !» On présenta au roi un épieu de chasse durci au feu et armé d'une pointe de fer. « Mon frère, prenez garde !» cria Marguerite. « Su, cria la duchesse de Nevers. « Ne le manquez pas, sire. Un bon coup à ce parpaillot. »« Soyez tranquille, duchesse, » dit Charles. Et mettant son épieu en arrêt, il fondit sur le sanglier, qui, tenu par les 2 chiens, ne put éviter le coup. Cependant, à la vue de l'épieu luisant, il fit un mouvement de côté, et l'arme, au lieu de pénétrer dans la poitrine, glissa sur l'épaule et alla s'émousser sur la roche contre laquelle l'animal était acculé. « 1000 noms d'un diable !» cria le roi. « Je l'ai manqué ! Un épieu ! Un épieu !» Et, se reculant comme faisaient les chevaliers lorsqu'ils prenaient du champ, il jeta à 10 pas de lui son épieu hors de service. Un piqueur s'avança pour lui en offrir un autre, mais au même moment, comme s'il eût prévu le sort qui l'attendait et qu'il eût voulu s'y soustraire, le sanglier, par un violent effort, arracha aux dents des molosses ses 2 oreilles déchirées, et les yeux sanglants, hérissés, hideux, la laine bruyante comme un soufflet de forge, faisant claquer ses dents l'une contre l'autre, il s'élança la tête basse vers le cheval du roi. Charles était trop bon chasseur pour ne pas avoir prévu cette attaque. Il enleva son cheval, qui se cabra, mais il avait mal mesuré la pression. Le cheval, trop serré par le mors, ou peut-être même cédant à son épouvante, se renversa en arrière. Tous les spectateurs jetèrent un cri terrible.
Le cheval était tombé, et le roi avait la cuisse engagée sous lui. « La main, sire, rendez la main, dit Henri. Le roi lâcha la bride de son cheval, saisit la selle de la main gauche, essayant de tirer de la droite son couteau de chasse. Mais le couteau, pressé par le poids de son corps, ne voulut pas sortir de sa gaine. « Le sanglier! Le sanglier !» cria Charles. « À moi, d'Alençon! À moi !» Cependant, le cheval, rendu à lui-même, comme s'il eût compris le danger que courait son maître, tendit ses muscles et était parvenu déjà à se relever sur 3 jambes, lorsqu'à l'appel de son frère, Henri vit le duc François pâlir affreusement et approcher l'arquebuse de son épaule. Mais la balle, au lieu d'aller frapper le sanglier, qui n'était plus qu'à 2 pas du roi, brisa le genou du cheval, qui retomba le nez contre terre. Au même instant, le sanglier déchira de son boutoir la botte de Charles. « Oh !» murmura d'Alençon de ses lèvres blêmissantes. « Je crois que le duc d'Anjou est roi de France et que moi, je suis roi de Pologne. » En effet, le sanglier labourait la cuisse de Charles, lorsque celui-ci sentit quelqu'un qui lui levait le bras. Puis il vit briller une lame aiguë et tranchante qui s'enfonçait et disparaissait jusqu'à la garde, au défaut de l'épaule de l'animal, tandis qu'une main gantée de fer écartait la hure déjà fumante sous ses habits. Charles, qui, dans le mouvement qu'avait fait le cheval, était parvenu à dégager sa jambe, se releva lourdement et, se voyant tout ruisselant de sang, devint pâle comme un cadavre. « Sire, dit Henri, qui toujours à genoux maintenait le sanglier atteint au cœur. « Sire, ce n'est rien, j'ai écarté la dent et votre majesté n'est pas blessée. » Puis il se releva, lâchant le couteau, et le sanglier tomba, rendant plus de sang encore par sa gueule que par sa plaie. Charles, entouré de tout un monde haletant, assailli par des cris de terreur qui eussent étourdi le plus calme courage, fut un moment sur le point de tomber près de l'animal agonisant. Mais il se remit, et se retournant vers le roi de Navarre, il lui serra la main avec un regard où brillait le premier élan de sensibilité qui eût fait battre son cœur depuis 24 ans. « Merci, Henriot, lui dit-il. « Mon pauvre frère, s'écria d'Alençon en s'approchant de Charles. « Ah, c'est toi, d'Alençon, dit le roi. Eh bien, fameux tireur, qu'est donc devenu ta balle ? Elle se sera aplatie sur le sanglier, dit le duc. Eh, mon Dieu, s'écria Henri avec une surprise admirablement jouée. Voyez donc, François, votre balle a cassé la jambe du cheval de sa majesté. C'est étrange. Hein, dit le roi. Est-ce vrai, cela ? C'est possible, dit le duc consterné. La main me tremblait si fort. Le fait est que, pour un tireur habile, vous avez fait là un singulier coup, François, dit Charles en fronçant le sourcil. Une seconde fois, merci, Henriot. Messieurs, continua le roi, retournons à Paris. J'en ai assez comme cela. Marguerite s'approcha pour féliciter Henri. Ah, ma foi, oui, Margot, dit Charles, fais-lui ton compliment. Et bien sincère même, car sans lui, le roi de France s'appelait Henri III. Hélas, madame, dit le Béarnais, monsieur le duc d'Anjou, qui est déjà mon ennemi, va m'en vouloir bien davantage. Mais que voulez-vous ? On fait ce qu'on peut. Demandez à monsieur d'Alençon. Et, se baissant, il retira du corps du sanglier son couteau de chasse, qu'il plongea 2 ou 3 fois dans la terre, afin d'en essuyer le sang. Fin de la première partie. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire ou partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour une nouvelle écoute.